Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation vraiment fascinante qui se passe en plein cœur de Montréal. Bonjour. Imaginez un peu le tableau. Sur la même avenue, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, on a deux chantiers colossaux. Vraiment colossaux, oui. Et à première vue, ils n'ont absolument rien à voir ensemble. D'un côté, un projet privé pour transformer un vieil entrepôt en hôtel de luxe. De l'autre, un projet public pour démolir un énorme viaduc. L'un construit, l'autre démolit. C'est presque poétique. Exactement. Pourtant, en plongeant dans les dossiers de wikiresidence.ca et d'infodrone.ca, on a découvert une sorte de lien invisible. Une tension qui pourrait bien définir l'avenir de tout un quartier. C'est ça. La question qui nous a vraiment interpellés, c'est comment ces deux visions de la ville, l'une qui est axée sur le tourisme mondial et l'autre sur le bien-être des résidents, comment est-ce qu'elles peuvent coexister au même endroit, au même moment? Est-ce que ce sont juste deux projets qui avancent en parallèle ou est-ce qu'il y a une influence mutuelle, une influence qu'on ne soupçonne pas au premier abord? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Parfait. Alors, on commence par le projet qui fait le plus de vagues, celui de l'entrepôt au 1 avenue Van Horn. Ah oui, celui-là. Les documents qu'on a consultés le surnomment l'éléphant de briques du plateau. Et franchement, l'image est parfaite. Pour ceux qui connaissent le coin, on ne peut pas le rater. Non, c'est impossible. C'est ce bâtiment massif, rouge, un vestige industriel qui longe la voie ferrée du Canadien Pacifique. On dirait qu'il attend son sort depuis des années. Un vrai colosse de briques. Un potentiel énorme, mais aussi un casse-tête. Un énorme casse-tête, oui, architectural et financier. Et c'est là que le projet entre en scène, le transformer en un hôtel de destination. Avec des commerces, des restaurants, des bureaux, bref, une revitalisation complète. Sur papier, c'est audacieux, très ambitieux, mais c'est loin de faire l'unanimité. C'est même un euphémisme de dire ça. Absolument. Les sources parlent d'un véritable mur de scepticisme de la part du voisinage. Et on peut un peu comprendre pourquoi. Dans le contexte montréalais actuel, avec la crise du logement qui fait rage, voir un projet de cette ampleur, ça ne passe pas inaperçu. C'est le conflit classique de l'urbanisme, mais poussé à l'extrême ici. D'un côté, on a la promesse d'une renaissance patrimoniale, de la création d'emplois, de revenus pour la ville. Et de l'autre, De l'autre, on a la peur viscérale des résidents de voir leur quartier se transformer, de perdre leur qualité de vie. ok, parlons chiffres. Ça donne vraiment une idée de l'ampleur du chantier. Le budget global est estimé à... Plusieurs dizaines de millions de dollars. Oui, mais il y a un détail qui m'a vraiment frappé. Tenez-vous bien. 30% de ce budget total serait consacré uniquement aux coûts de structure. 30%. C'est énorme. Mais ça s'explique assez bien. On parle de mettre un bâtiment centenaire aux normes sismiques actuelles. C'est un défi technique immense. Ok, Ensuite, il y a la décontamination. C'est quasi systématique avec les anciens sites industriels. Et surtout, l'insonorisation. L'entrepôt est littéralement collé sur la voie ferrée. donc si on veut que les gens dorment. Exactement. Pour en faire un hôtel, il faut investir une fortune pour que les clients n'aient pas l'impression que le train passe dans leur chambre. Donc ce 30%, ça montre bien que ce n'est pas juste une couche de peinture, c'est une reconstruction de l'intérieur. Face à ça, les promoteurs mettent de l'avant les retombées économiques, évidemment. Oui, ils parlent de 150 à 200 emplois, directs et indirects, une fois l'hôtel opérationnel. Et pour les coffres de la ville, c'est une manne qui n'est pas négligeable. Ben non. Transformer cet entrepôt qui paie des taxes de bâtiments industriels semi-vacants en un complexe hôtelier de luxe, les estimations parlent de plus de 1,5 million de dollars de taxes foncières par an. 1,5 million. C'est un argument de poids pour n'importe quelle administration. Certainement. Au-delà de l'argent, il y a aussi une vraie stratégie touristique derrière ça, n'est-ce pas? Le plateau, c'est déjà hyper populaire. Des millions de touristes y s'y promènent. Mais ils dorment où? Principalement dans le Vieux-Montréal ou au centre-ville, oui. L'idée ici, c'est de capter cette clientèle et de l'installer directement au cœur de l'action, dans un quartier qui est perçu comme authentique et branché. C'est une tentative de créer un nouveau pôle hôtelier en dehors des zones traditionnelles. Exactement. Les documents parlent même d'un effet de débordement. Oui, le concept, c'est que les touristes qui logent sur place, ils ne vont pas juste rester à l'hôtel. Ils vont aller dans les cafés, les boutiques, les restos de l'avenue du Parc, du boulevard Saint-Laurent. Et les promoteurs avancent une augmentation potentielle du chiffre d'affaires de ces commerces de De 10 à 15%. 10 à 15%. Ce qui, sur le papier, est une stratégie de développement économique qui se tient.
Oui, on attire une clientèle à forte capacité de dépense et on espère qu'elle va irriguer l'économie locale. Alors, si tout ça semble si bien ficelé sur le plan économique, on en revient à notre question. Pourquoi la grogne persiste? Pourquoi une telle opposition? Les dossiers identifient trois craintes, et la première, elle est explosive, la crise du logement. Voilà. C'est le nerf de la guerre. C'est impossible de discuter de ce projet sans parler de ça. Dans un quartier comme le Plateau, où le taux d'inoccupation frôle le zéro, Trouver un appartement, c'est un parcours du combattant. c'est ça. Alors, l'idée de transformer un bâtiment aussi gigantesque en chambre d'hôtel, pour beaucoup, c'est perçu comme une provocation. Un des articles utilise le mot affront. Un affront, carrément. Pour les groupes de défense du logement, c'est une occasion manquée monumentale de créer des centaines de logements, idéalement avec une composante sociale. C'est un argument difficile à contrer. La deuxième crainte, c'est plus classique, les nuisances. Oui, le trafic. Les résidents s'imaginent déjà le balai incessant des taxis, des Uber, des camions de livraison dans des rues qui sont déjà saturées. Et puis, le bruit. La peur qu'un bar sur le toit ou une terrasse vienne troubler la quiétude du quartier la nuit. Et la troisième crainte est plus diffuse, plus psychologique, mais c'est peut-être la plus profonde. Les sources l'appellent l'effet Disneyland. L'effet Disneyland. C'est la peur de voir l'âme du quartier s'évaporer, que le plateau devienne un simple décor pour touristes, une sorte de parc d'attractions de la vie montréalaise authentique. La peur de perdre ce qui rendait le quartier désirable au départ. C'est une ironie assez cruelle. Exactement. Et ça place l'administration locale dans une position impossible. D'un côté, elle a le devoir de préserver ce patrimoine, et, soyons honnêtes, sans les capitaux massifs d'un projet privé comme celui-là, cet éléphant de briques risquerait de tomber en ruine. C'est vrai. Mais de l'autre côté, elle a le devoir de protéger la qualité de vie de ses citoyens. La décision sur cet hôtel, au final, ça pose une question fondamentale. Quelle ville veut-on? Une ville vitrine pour attirer le monde ou une ville habitable pour le bien-être de ceux qui y vivent? C'est fou parce qu'à quelques centaines de mètres, la ville semble répondre directement à cette question avec le deuxième projet, un projet radicalement différent. Oui, celui-là est 100% tourné vers les habitants. La démolition du viaduc Van Horn. On ne pouvait pas rêver d'une meilleure transition. On passe d'un projet privé controversé à un projet public qui, lui, semble faire beaucoup plus consensus. On parle de cette énorme structure de béton qui enjambe les voies du CP à la jonction de la rue Saint-Urbain. On connaît tous un viaduc comme ça, un peu sinistre, bruyant, qui coupe la ville en deux. Exactement. Alors, pourquoi le démolir maintenant? J'imagine que la raison numéro 1, c'est qu'il est vieux. C'est le point de départ. Les analyses sont claires, l'infrastructure a atteint la fin de sa vie utile. Le remettre à neuf coûterait une fortune et ne ferait que prolonger un problème. Donc la démolition, paradoxalement, c'est l'option la plus économique et sécuritaire. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est là que ça devient intéressant. Non, la deuxième raison, c'est la sécurité. C'est un endroit notoirement dangereux pour les piétons et les cyclistes, un environnement hostile, sombre, où on ne se sent pas en sécurité. Et le troisième point. Le troisième est le plus important d'un point de vue urbanistique. Ce viaduc, ce n'est pas juste un pont, c'est une barrière. Il fracture la ville. Il sépare physiquement et visuellement des quartiers comme le Mille-End, Outremont et le Plateau. Donc le raser, c'est une tentative de recoudre le tissu urbain. De reconnecter des communautés qui vivent côte à côte, mais qui sont séparées par cette cicatrice de béton. Et le plus excitant, c'est ce qui vient après. On ne va pas juste laisser un trou. L'espace libéré au sol va être complètement repensé. Totalement. On parle de créer des parcs de poche, des places publiques, on parle de verdissement, de lutte contre les îlots de chaleur. De créer des espaces où les gens auront envie de s'arrêter. Exactement. Et on parle aussi de redessiner la circulation avec des pistes cyclables sécurisées, des trottoirs élargis. Bref, on passe d'une infrastructure pour l'auto à un espace pour l'humain. C'est un changement de paradigme complet. Donc on remplace cette cicatrice par des parcs et des pistes cyclables. J'imagine que les propriétaires des alentours doivent se frotter les mains. Est-ce qu'on ne risque pas de voir les prix flamber? Vert, plus calme, ça va attirer de nouveaux investissements, c'est certain. Mais avant d'en arriver là, il y a des défis. Des défis monumentaux. Le premier, c'est le chantier lui-même. Démolir un viaduc pareil, ça va être un cauchemar logistique. La circulation va être paralysée pendant des mois, voire des années. Un énorme sacrifice à demander aux gens du coin. Oui. Et le deuxième défi, c'est la coordination avec le Canadien Pacifique. On ne peut pas juste arrêter le trafic ferroviaire, c'est une artère économique vitale. Chaque étape devra être planifiée à la minute près. C'est d'une complexité. Inouï. Mais comme le concluent les analyses, il faut voir au-delà du chantier. Cette démolition, c'est un catalyseur de renouveau.
C'est un investissement dans une ville plus connectée, plus verte et plus sécuritaire. C'est la ville qui choisit d'investir dans la qualité de vie de ses habitants. C'est exactement ça. Ok. Alors, mettons les deux pièces du puzzle ensemble. On a ces deux projets, presque voisins, en même temps. Ce qui nous ramène à notre question du début. Sont-ils liés? Au-delà de la géographie, y a-t-il un lien? Et c'est là que tout s'éclaire. Le lien n'est pas administratif. Il n'y a pas eu de réunion secrète entre les promoteurs et la ville. Le lien est thématique, presque philosophique. D'accord. D'un côté, on a le projet du viaduc. 100% public, il vise à rendre le quartier plus agréable, plus sain, plus pratique pour les gens qui y vivent. C'est une vision de la ville tournée vers l'intérieur. Et de l'autre, on a l'hôtel, 100% privé, tourné vers l'extérieur, vers une clientèle internationale, et qui fait craindre aux résidents une dégradation de cette même qualité de vie. Que le projet public essaie d'améliorer, tu vois le paradoxe? Je commence à voir où ça s'en va. Le voici, le paradoxe incroyable que les sources mettent en lumière. Le succès du projet public de la ville pourrait, en fait, devenir le meilleur argument de vente pour le projet privé. Attends, explique ça. En démolissant le viaduc, en créant des parcs, en apaisant la circulation, en rendant le secteur plus vert, plus habitable, que fait la ville? Elle augmente l'attractivité du quartier. Elle le rend encore plus désirable, Plus désirable pour les résidents, oui, mais aussi mais aussi pour les touristes et les investisseurs. En créant ce cadre de vie idéal, la ville déroule, sans le vouloir, le tapis rouge pour le projet d'hôtel. elle rend leur argument de vente encore plus fort. Exactement. Venez séjourner dans le quartier le plus agréable, le plus vert, le mieux connecté de Montréal. Autrement dit, en investissant pour améliorer la vie locale, on risque d'accélérer les pressions touristiques et la gentrification que les citoyens redoutent. Donc, les deux projets ne sont pas juste parallèles. Ils sont dans une sorte de danse complexe. Et potentiellement contradictoires. C'est fascinant. Donc, pour résumer, ce carrefour Van Horn devient le théâtre d'une confrontation presque parfaite entre deux modèles. D'un côté, la planification publique qui tente de réparer la ville pour ses citoyens, Oui. et de l'autre, l'investissement privé qui veut capitaliser sur le charme de cette même ville pour une clientèle mondiale. Et l'un nourrit l'autre, qu'on le veuille ou non. C'est la synthèse parfaite de la situation. Et pour laisser matière à réflexion, on peut reprendre une idée qui ressort des analyses. La question, ce n'est peut-être pas de devoir choisir entre la ville vitrine et la ville habitable. Comme si c'était deux options qui s'excluaient. Exactement. La vraie question que ces deux chantiers nous forcent à nous poser, c'est quand on implante ces deux visions côte à côte, sur le même territoire, laquelle finit par prendre le dessus? Laquelle définit la véritable identité du quartier à long terme? Et la question qui tue. Au final, qui sont les vrais bénéficiaires de ces transformations profondes? C'est ce que l'avenir de ce coin de Montréal nous apprendra.